C'est enregistré. Il y aura ça au début de l'émission. C'est enregistré. Vous êtes prêts ou pas? 3, 4. L'araignée, elle fait très très fort les pieds. Chaud, l'araignée. Elle est chaude, l'araignée est chaude. C'est l'araignée. Bouya, en effet, bonsoir et bienvenue dans ce 29e numéro de Comics Outcast, le podcast qui pendant une heure vous parle de comics. La grammaire française ne fait pas partie de cette émission, mais c'est pas grave. Je me présente, je suis Eric, avec moi 3 chroniqueurs et un réalisateur complètement défoncé à je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est au bonheur. À moi-même. Il y a Ben. Salutations. Il y a Lane. Bonsoir. Et il y a Zef. Salut. À la réalisation, vous l'avez entendu un peu trop fort, c'est Joe. Bonsoir. Voilà, bonsoir Joe. Ce soir, on a un programme assez sympathique pour vous, comme toutes les 2 semaines. Il y a Tooth and Claw, Fight Club 2, Starve. On va faire un petit focus sur le personnage préféré de Zéphiriel, j'ai nommé Harley Quinn. Bouya. Et enfin, dans la rubrique Hors les bulles, on va vous parler du dessin animé Guardians of the Galaxy. Harley bulles. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez commenter l'émission en vous servant du hashtag Comics Outcast ou nous faire vos propositions sur la page Facebook de l'émission préparée pour l'occasion. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Absolument. Ouais. Comics Outcast numéro 29. Et c'est parti! Beaucoup de bulululu. Ouais. On va pouvoir commencer avec le premier. Je sais pas quoi dire. Je me suis dit, je vais rebondir sur ma propre vanne, mais j'ai pas trouvé de follow-up. Pas besoin, non. On va commencer avec la première revue de cette émission. Il s'agit de Tooth and Claw et c'est toi, Ben, qui va nous la présenter. Ouais, j'ai pas l'accent, donc je vais dire Tooth and Claw. Ok, tous. Okay. Voilà, exact, parce que je suis malade un peu en plus. Voilà. Donc je vais vous parler de cette superbe série qui est écrite par Kurt Busiek, qui notamment est connu pour Marvels, pour lequel il a gagné un Eisner Award, on le rappelle vite fait, c'est les Oscars des comics. Il est connu aussi pour Astro City, qui a été récompensé plein de fois, donc la grosse brutasse. Il a même eu lui-même un Eisner pour le meilleur auteur quoi, en 99, donc grosse brutasse de ouf. Les dessins, Benjamin Dewey, qui fait I Was the Cat et Tragedy Series, un truc que je vous chroniquerai peut-être un jour parce que ça a l'air assez dingue. Et je note, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des coloristes et des encreurs, le coloriste qui s'appelle Jordi Belair, qui est une fille, pardon, qui est elle aussi a gagné un Eisner Award pour Manhattan Project, donc on en a parlé dans une ancienne émission. Au tout début de l'année. Donc voilà, donc là le casting est quand même assez vénère. C'est un comics Image Comics. Ouais. Et donc, ça raconte, c'est dans un monde imaginaire, en tout cas fantastique, dans lequel les personnages sont des animaux, des humanoïdes, furries. voilà, mais non, putain, toujours pervertir les trucs, qui sont en fait des humanoïdes avec des têtes d'animaux, donc tous les animaux de tout type. Et dans ce monde est divisé en castes. On a d'abord par le bas, mais on a ce qu'on appelle le petit peuple, donc qui vit sur terre, sur le sol, qui sont des bêtes sauvages, genre des bisons, qui sont assez primitifs et qui font un peu les basses besognes des castes supérieures. La caste du dessus, ce sont des personnes riches, aisées et des magiciens, mais pas que, qui vivent eux dans des cités flottantes, parce que grâce à la magie, etc. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais c'est un monde magique, pardon. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit pardon. Tu te calmes. Et encore au-dessus, d'autres magiciens encore plus puissants dans des villes encore plus au-dessus, et au-dessus, les dieux. Voilà. Donc ça c'est pour mettre le petit, la petite peinture, enfin le petit... Le tableau. Le tableau. Le voilà, tableau. Peindre le tableau. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Eh bien, ça va mal parce que la magie est en train de s'épuiser, est en train de s'amenuiser et va bientôt disparaître. Et donc, le monde qu'ils connaissent va disparaître et donc ils sont pas du tout chauds. Ils sont inquiets. Ils sont un peu inquiets et donc arrive une magicienne, enfin une des nombreux magiciens, un facochère plus précisément, j'allais dire une femme mais c'est un facochère, qui a une solution, ça serait ramener le grand champion. Donc le grand champion, je le dis vite fait, c'est une légende qui existe qui dit qu'il y a longtemps
un grand champion a vaincu le mal et ouvert les portes de la magie et a répandu la magie sur le monde. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu de la magie. Et donc vu que la magie est en train de partir en couille, si on arrive à ramener ce champion, il va recommencer et on sera sauvé et ça sera la fête et tout ça. Donc faire une boucle en fait. Ouais, enfin en gros ils sont un peu désespérés, donc personne ne croit ce facochère et enfin certains, en gros ça fait dissidence, mais en gros tout le monde dit c'est n'importe quoi, ça arrivera jamais. C'est comme les gens qui disent c'est la fin du monde, personne n'écoute, voilà. 3 jours plus tard, j'avais raison. Ils tentent le coup quand même, je rentre pas dans le détail, ils tentent le coup, ça part en couille, ils se retrouvent en galère parce que à cause de trop de magie tout explose et la ville flottante tombe au sol, donc dramatique. Et voilà, je m'arrête là. Ils sont grave en galère parce que c'est un monde, en fait, c'est comme si des rois tombaient dans un village de paysans. Enfin, tu vois, ils ont peur parce qu'ils sont détestés. Ils n'ont pas l'habitude, ils sont un peu cet environnement. Etc. Enfin, pas tous, hein, ils sont pas tous pédants et tout. Il y a des magiciens qui sont assez humbles et tout ça, mais en gros, voilà, ils sont en galère. Il y a certains passages de l'intrigue que j'ai pas révélé exprès parce que je préfère que les auditeurs le découvrent eux-mêmes. En gros, voilà, ce qui va se passer, c'est que on est dans un monde. Moi, j'ai trouvé que le monde était très riche. C'est un peu comme quand tu rentres dans le monde d'Harry Potter. En fait, au début, tu te dis, au fait, ouais, c'est juste des gens qui font de la magie, mais au final, page après page, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus gros. Il y a des personnages assez charismatiques. Il y a donc la magie, mais c'est pas juste des tours de magie, quoi. Il y a un truc vraiment autour. Ces personnes-là vont se retrouver en galère, donc il va leur arriver plein d'aventures. Donc voilà, donc je trouve que moi l'histoire m'a accroché. Déjà parce que je trouve que je parlerai des dessins après, mais le parti pris de faire des animaux humanoïdes, je trouve ça plutôt cool parce que déjà c'est pas trop commun. Enfin plus trop. Quand on était petit, les dessins animés, il y avait ça m'a un peu rappelé ça. Tortue Ninja Much. Ouais, non mais même tu sais genre Sherlock Holmes de Miyazaki, ce genre de truc. Voilà. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool et en fait ce que j'ai trouvé vraiment bien c'est que ça permet de faire passer des expressions beaucoup mieux qu'avec un être humain, je trouve. Peut-être parce que je sais pas, enfin moi en tout cas j'étais plus sensible à ça. Ouais Zef, tu voulais dire? Non, j'allais dire au-delà de l'expression en fait, ça fait surtout, ça donne une personnalité directe en fait. Exactement ce que j'allais dire en fait, vu qu'on caractérise dans nos têtes les animaux, genre là j'ai pas parlé mais enfin j'en ai pas parlé mais un des personnages principaux c'est un jeune garçon, on va dire ça comme ça, qui est en fait un pitbull, enfin une tête de pitbull. Donc en fait c'est un chien, donc il est aventureux, il est curieux, enfin tu vois on sait tout de suite que voilà exactement. On voit le facochère, enfin la sorcière dont j'ai parlé, c'est une meuf un petit peu nature, un petit peu sauvage, donc du coup facochère. À un moment on voit un hibou donc qui est hyper hautain, un peu comme un hibou, on a pas envie de le. Enfin, non mais tu sais, en fait, en gros c'est comme ce que disait, en fait c'est ça, on a une idée un peu sur la psyché de certains animaux et en fait je pense que ils les ont choisis pour ça. La souris qui est complètement mignonne et qui voilà c'est ça, le chat qui est hyper maniéré et tout ça, donc ça c'est vraiment cool. Et donc j'en viens au dessin que j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé les dessins soignés. Il y a pas un style transcendant, enfin je veux dire c'est pas un mec où on va dire il y a vraiment un style particulier, c'est bien dessiné. En plus c'est des animaux donc c'est facile à foirer quand même des animaux. Non mais c'est vrai, enfin je trouve c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment très riche. Tu vois, ils ont des costumes, ils ont il y a tout un univers, c'est bête mais des fois il y a des détails, genre ils ont des boucles d'oreilles un peu comme dans Naruto, tu sais, où tu dis Naruto c'est riche parce qu'ils ont certains vêtements qu'on voit pas ailleurs. En gros il y a cette espèce de personnalité où tu dis en fait on est dans un univers. Ils ont créé une culture. Exactement. C'est un univers magique, il y en a des milliards, mais là c'est cool parce qu'il y a plein de trucs qui nous mettent dedans, c'est immersif, etc. Et donc le dessin, voilà, je disais, est pas hyper original, mais par contre c'est hyper soigné. Les couleurs sont très belles, donc je l'ai dit, c'est Jordi Belair qui a eu des récompenses. Voilà, je trouve que, moi j'ai vraiment accroché et je pense que je vais lire la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Et voilà, donc je peux que le conseiller, c'est frais et je trouve que ça fait du bien. Ok, parfait. On va demander son avis à Zef. Tu l'as lu, est-ce que tu as aimé? Alors oui, je l'ai lu parce que j'ai fait mes devoirs et petite pique. Alors je n'ai pas apprécié plus que ça en fait. Le problème c'est que j'aime beaucoup Donjons et Dragons. Et ça m'a complètement rappelé l'univers. Et j'aime beaucoup aussi De Cap et de Croc. Je sais pas si vous connaissez, c'est une BD française et c'est à peu près la même chose. Donc en fait c'est un espèce de mélange des deux. C'est un univers complètement fantasy. J'arrive sur l'idée de Joe. C'est parce que je le vois remuer la tête, c'est pour ça. Non mais il est pas content. Je suis pas content. Tu es pas d'accord. Depuis que la comparaison est quand même assez. Elle est très éloignée, mais j'y viens. Le truc c'est que voilà, c'est un monde complètement fantasy. Ok, c'est un monde de fantasy avec de la magie, avec des héros, des guerriers,
Ouais, c'est une prophétie bizarre d'un guerrier qui serait venu sauver une fois le monde et il faut rappeler machin et tout. Et si tu veux, je vois pas. J'ai l'impression de voir où ça mène avec les castes, avec les trucs, les machins. C'est pour ça que c'est complètement type Donjons et Dragons. Je vais me faire taper par les puristes sinon. C'est type Donjons et Dragons, donc c'est type fantasy, role-playing, tout ce que tu veux. Et de Cap et de Croc parce que ce sont des animaux à la place des humains en fait, tout simplement. Après, il n'y a pas tout l'univers et toute la poésie qu'il peut y avoir dans Cap et de Croc, que je conseille largement d'ailleurs. Donc pour le coup c'est ça. C'est juste qu'après le dessin, j'ai kiffé ma race. Il est super beau, il est super soigné. C'est pas des couleurs ultra flashy, donc ça passe très bien. C'est vraiment superbe. Après j'ai pas été transcendé. J'ai poussé jusqu'au 3 pour dire ok quand même. Je vais lire jusqu'au bout voir si tout le côté prophétique et tout ça, ça m'a un petit peu gonflé parce que trop vite vu, trop remâché. À mon sens encore une fois, mais parce que je suis une type de personne qui a lu beaucoup ce genre de choses, donc je suis un peu blasé je pense par ce genre de choses. Sinon pour une personne lambda, je veux dire qui est pas forcément accro à ce genre d'univers, ça passe super bien. C'est vraiment un très bel univers, il est très bien construit comme je disais, il est très bien pensé, il y a des petits détails qui font vraiment toute la différence sur ce type d'univers et sur pas mal de bouquins de littérature qui se veulent être des bouquins de fantasy. Donc il a un très bon niveau selon moi, mais pour moi je suis peut-être un peu blasé de la chose quoi. Merci Zef. Stéphanie, qu'en as-tu pensé ? Écoute, moi je vais pas trop pouvoir aider Ben sur ce coup-là parce que je rejoins Zef, c'est-à-dire que j'étais très très emballée quand il est sorti. Ça me plaît énormément graphiquement, c'est très très beau. Mais après au niveau lecture, je me suis très vite lassée en fait du titre, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à aller jusqu'au 3 dans le sens où ça reprend effectivement beaucoup de choses que quand on aime par exemple lire de la fantasy ou des choses comme ça, ou que on a déjà vu pas mal de fois justement des personnages qui sont des animaux, on les a vus dans Mossguard, on les a vus dans j'ai pas mal de titres. Des animaux de comme ça. Watkatsu. Oui aussi. Castor. Voilà, Père Castor effectivement. Mais voilà, c'est du déjà vu et la prophétie, l'être qui doit revenir les sauver, etc. Il n'y a pas de personnage qui se démarque suffisamment, qui m'a entraîné dans l'histoire et où je me suis dit j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. Il est hyper charismatique ou voilà. Donc je l'ai lu mais sans plus d'attrait que ça. Ben puis Zef. Ouais, en fait non, je pense que après c'est l'impression que moi j'ai eue, mais au fur et à mesure des pages et des numéros, j'avais l'impression de découvrir de plus en plus le vaste monde, et du coup je me dis, après vous, je comprends que ça vous branche pas, mais je me dis que plus ça va avancer et plus ça va s'ouvrir, enfin le monde va s'ouvrir et plus peut-être l'intrigue va se compliquer et que du coup ça va être un petit peu moins banal. Je sais pas, c'est mon impression. Dane. Le problème que j'ai eu, c'est que je l'ai lu en temps réel. En fait, je l'ai pas lu pour l'émission. Je l'avais lu quand il est sorti. Il y a eu pas mal de retard sur les sorties. Et au final, à chaque fois que tu rates un numéro, enfin pas que tu rates un numéro, mais que tu lis le deuxième numéro, t'as l'impression qu'il faut relire tout ce qui s'est passé avant parce que t'as un peu oublié. C'est très riche. C'est très dense, voilà. Et du coup, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai lu avant ? Et du coup, moi, j'y suis pas revenue à chaque fois avec plaisir. Je me disais merde, il faut que je me relise d'issue d'avant. C'était un travail. Voilà, c'était vraiment un boulot et voilà. C'est pour ça, c'est dans ce sens-là. Peut-être en le lisant, ça m'arrive en le lisant en TPB, peut-être que ça va mieux passer. Mais là, je vous dirais, moi je vais continuer, donc je vous dirais. Mais et enfin Zef. En fait non, je voulais rebondir sur ce que disait Lane sur le côté j'arrive pas à accrocher sur un personnage. C'est un côté, il y a le petit personnage de la souris qui monte une blatte là, qui a un côté un peu énigmatique. À la fin du 3e, on sait toujours pas vraiment qui c'est. Et en fait, je le trouve ultra mignon et ultra attirant en fait. Donc je vais pas continuer, mais j'aurais bien voulu savoir qui c'était. Tu me diras ça. Et pour conclure, Ben. Ouais, je voulais rajouter juste un petit truc, c'est que si vous cherchez ce truc-là, à moins que vous alliez dans un bon comic shop, ça s'appelle Tooth and Claw, mais ça a été renommé The Autumn Lands. Donc les mondes de l'automne, enfin les pays de l'automne, Tooth and Claw. Et à mesure que ça va passer, en fait, ils vont larguer le Tooth and Claw pour garder que The Autumn Lands. Un univers étendu ? Non, j'explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que à la fin du comics, l'auteur, donc l'auteur, explique un peu. Enfin, c'est le courrier des lecteurs en gros. Mais dans le premier, ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas encore de courrier des lecteurs. Donc en fait, il dialogue avec les autres personnes qui travaillent sur le comics, donc le dessinateur, le coloriste, etc. Voilà, où en fait il raconte ces histoires-là et il parle à un moment de ce changement de nom et il dit qu'en fait au tout début quand il voulait l'appeler comme ça, il s'est renseigné
et ça existait déjà. Il y avait un comic qui s'appelait Tooth & Claw chez Image Comics, qui est merde. assez laid. J'ai regardé, c'est assez moche. Du coup, il s'est dit ah merde, mais il a regardé et ils se sont dit ah ils ont plus les droits dessus, donc on va pouvoir l'appeler Tooth & Claw. Et au final, il s'avère que les auteurs de cette série ont renouvelé les droits pour 2012 ou je sais pas combien. Du coup, ils se sont dit ah on est dans la merde. Du coup, on va rajouter The Autumn Lands pour que ça soit différent. Et au final, ils se rendent compte que ils vont virer complètement Tooth & Claw pour garder The Autumn Lands. D'accord. Donc, voilà. Donc, Ceci pour cela. Bah non mais c'est alors. important. mais c'est parce que intéressant, Si tu c'est cherches, intéressant. si tu cherches ton truc, tu peux te dire c'est de la merde. quoi. Oui, Bah mais ouais. t'aurais pu dire le début et la fin. Oui, mais parce que je voulais aussi raconter qu'à la fin c'était plutôt cool le petit chat de courrier des lecteurs. Donc c'est chez Image Comics, c'est sorti l'année dernière en novembre et vous pouvez trouver ça, il y aura peut-être un TPB qui va sortir bientôt. Le TPB est sorti déjà. Et déjà sorti, voilà, renseignement. Pour l'instant. Déjà 6. On va passer à la deuxième revue, il s'agit de Fight Club 2 et c'est Zeb qui veut nous le présenter. Ouais, je vais faire du bruit au micro. Voilà. Alors, Fight Club 2, donc c'est chez Dark Horse Comics. Ça, au dessin, on retrouve Cameron Stewart. Donc, je commence par le dessin, c'est normal. C'est un mec qui est pas très connu. Il a fait 2-3 trucs pas super intéressants d'après ce que j'ai vu. Moi mais j'aime c'est bien pas... ce dessinateur. Attends, j'ai pas dit que j'aimais pas. Je dis qu'il avait pas fait énormément de choses. Il a fait un run avec Grant Morrison sur Fire et Oui. le Batman en armure anglais là. D'accord. Oui, oui. C'était vachement bien. Ok, je doute pas une seconde que ce soit bien. J'ai juste qu'il a pas fait grand chose d'intéressant à part ça. Merci Joe pour ton intervention qui m'a coupé dans mon élan. Je me casse. Ça va. Au niveau de l'auteur, on trouve un petit auteur qui s'appelle Chuck Palahniuk. Alors le gars, oui c'est trois fois rien. Donc c'est un petit auteur qui n'est autre que l'auteur original de Fight Club, donc du bouquin avant qu'il soit porté au grand écran. C'est un auteur qui a fait pas mal de bouquins dans ce type de mouvement qu'on appelle le mouvement d'anticipation sociale, donc qui a une vision du monde assez cynique, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est pas tout ça pour introduire quoi en fait que Fight Club 2 c'est pas juste un gars qui s'est dit ce serait marrant de faire une suite chez Dark Horse, et en fait c'est juste l'auteur qui s'est dit ok je vais faire une suite de ma propre œuvre en comics. Accompagné donc de Cameron Stewart. Au niveau de l'histoire, donc dans un premier temps, pour resituer, en fait, on se retrouve dans Fight Club dans le même type de narration qu'il y avait dans Fight Club, aussi bien dans le film que dans le bouquin, même si j'ai pas lu le bouquin. C'est-à-dire en fait qu'on a le personnage principal qui va raconter l'histoire avec le même ton qu'on avait dans le film, c'est-à-dire un peu désabusé, un peu cynique, anticonsumériste, le gars vraiment qui en a marre de voir la société telle qu'elle est. Et donc tout le début en fait on retrouve donc Sébastien qui est le héros qu'on connaît tous de Edward Norton à l'écran, qui a repris sa vie normale après 10 ans après la fin du film, donc après la fin des événements qui sont passés. Depuis il s'est passé énormément de choses, il a été De quoi Du film. Ah putain, du film qui a 20 ans, je sais plus quoi là. Bon, désolé pour le spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Donc on apprend quoi ? On apprend que pendant 10 ans il s'est passé plein de choses. Il est allé en asile psychiatrique pour se faire soigner dans un premier temps. Il s'est marié avec Marla Singer, donc qui était la nana Bonhomme Carter. Ensemble ils sont un fils de 9 ans. Donc tout va bien. Là il prend des médicaments pour contrôler sa schizophrénie, et leur vie est incroyablement banale. C'est-à-dire mais vraiment banale de ouf. Le gars il se lève, il va au boulot, il prend ses médocs, il mange, il prend ses médocs, il revient voir sa famille dans sa petite banlieue des États-Unis toute pourrie. Bref, c'est l'ennui total. Et Marla, elle en a juste ras le cul que ce soit l'ennui. Et donc elle commence à refaire des thérapies de groupe. Là, en l'occurrence, ça va dans une thérapie de groupe sur les gamins atteints du syndrome de progéria. Donc, ce sont les gamins qui ont 9 ans, mais qui ont l'air d'avoir 80 ans. Donc plus vite, 10 fois plus vite ou 20 fois plus vite. Et donc lors de sa thérapie, elle raconte plein de choses, que sa vie sexuelle lui l'a fait chier en ce moment, et qu'elle est en train de changer doucement les médicaments que son mari est en train de prendre, donc pour contrôler la dite schizophrénie, pour essayer de passer ses nuits avec son amant, donc Tyler Durden, et passer des nuits de folle, voilà, comme ça. Et donc tout se passe comme ça, tout est normal, sauf que petit à petit, on se rend compte que Tyler est vraiment de retour, et qu'il y avait déjà un plan qui était longuement prévu à l'avance, un peu bizarre, mais on se rend compte petit à petit, comme dans le film en fait, on se rend compte de petits instants qui sont extrêmement bizarres. Genre leur fils, il a 9 ans, il est en train dans sa chambre en parlant à sa babysitter en disant tu sais qu'en prenant ça et ça, on arrive à fabriquer une bombe et tout. Il fait mais genre comment tu sais ça et tout. Donc il y a vraiment tout un plan qui se dessine au fur et à mesure.
Je vais pas aller plus loin pour l'intrigue parce que là c'est même pas la fin du premier issue que je vous raconte, mais ça suffira normalement pour vous donner envie si vous aimez le film et l'histoire de base. Il y a pas mal de petites choses, pas mal de très bonnes surprises si on est vraiment fanboy pour se faire plaisir là-dessus. Au niveau dessin, c'est classe, c'est vraiment classe, c'est simple, le trait est un peu anguleux, j'aime bien en fait ce trait-là. Niveau couleur, ça passe très très bien aussi. Il y a plein de petits détails sur les murs, Tyler is alive, Rise and Live. Il y a plein de trucs qui sont vraiment vraiment cool. Pour ceux qui aiment ça, la mise en page est un vrai bordel par moment qui est juste un plaisir à voir. C'est-à-dire en fait, on va avoir les cases tout à fait classiques et puis jeter, l'impression que c'est le dessinateur qui a jeté nonchalamment dessus des pétales de rose ou quelques médocs pour cacher quelques phrases, quelques bulles, quelques têtes. Mais ça donne vraiment une sale impression comme dans le film en fait. C'est pour ceux qui ont aimé en tout cas, c'est l'impression qu'il y a un écran derrière l'écran, qu'il y a quelque chose qui nous empêche de voir la réalité ou un truc comme ça. Et moi j'avais commencé à lire le truc avant qu'on le chronique, qu'on le pose pour chroniquer du moins. Et donc moi je suis au tome 5 ou 6 et je kiffe toujours autant. Donc voilà. Lane, qu'en as-tu pensé ? Écoute, c'est toujours très casse-gueule en fait de faire des suites de films en comics. Et là, j'ai envie de dire, pari réussi. Les couvertures sont toujours très belles. Je suis pas forcément hyper fan du dessin parce que c'est pas ma came, pas parce que c'est moche. Mais effectivement, c'est très inventif. La mise en page est cool. L'histoire est superbe. En même temps, c'est l'auteur original, donc ça se prolonge vachement bien. Le média s'y prête bien aussi. Donc moi, je suis toujours un peu sceptique, j'ai toujours un peu peur quand ils ont ces projets-là. Et je l'ai lu pour Comics Podcast, parce que je les avais pas encore lus. Et j'étais très contente. Voilà. Satisfaction, grosse surprise, grosse attente aussi, parce que toi qui fait face aux personnes qui attendent et qui ont avec l'effet d'annonce. Dès que ça a été annoncé, les gens se sont jetés sur mon comptoir en disant mon Dieu, on veut la suite de Fight Club et tout. J'ai même pour la petite anecdote eu des clients qui sont venus dans ma crèmerie pour me demander si je l'avais, sauf que dans ma crèmerie on ne fait pas ce genre de comics et j'ai dû appeler Lane pour savoir si elle pouvait servir des clients parce que c'était la folie quoi, c'était n'importe quoi. Ben, qu'est-ce que tu as pensé de Fight Club 2 ? Pas du bien. Ah oui ? Il se venge. Non, pas du tout. En fait, j'étais hyper hypé quand j'ai entendu que ça sortait. En plus, il y avait les premières couves qui sont sorties, qui sont magnifiques, donc j'étais hyper content. Par contre, je trouve que c'est réservé aux gens qui ont vu et aimé le film. Alors, tu vas me dire, ouais, une suite de films en comics, c'est normal, mais non, je suis pas d'accord parce que je pense que il existe et on en a chroniqué. Des comics qui étaient la suite de films ou qui étaient une suite juste à proprement parler. Ou même de séries. Ou de séries, exactement, qui pour moi étaient réussis dans le sens où t'avais pas besoin d'avoir l'antécédent pour comprendre ou pour avoir. Si t'as pas les clins d'œil, c'est pas grave parce que les clins d'œil c'est vraiment pour les fanboys, ça je comprends, les graffitis dont on parlait Zef. Mais par contre, je trouve que c'est raté dans le sens où moi j'ai vu le film il y a très longtemps et je l'ai pas revu. Mais du coup c'est un bon test parce que j'ai pu me rendre compte que si si tu te souviens pas trop du film ou que t'es pas fan, en fait tu comprends. C'est pas que tu comprends rien, c'est qu'en fait t'es exclu. C'est exactement ce que j'ai demandé en fait. Est-ce qu'il faut voir le film pour d'habitude je avoir dis non. Le film et là alors je sais pas, peut-être que quelqu'un qui aura pas vu le film ou il y a longtemps aura un avis différent du mien, mais en tout cas moi qui suis très bon public, j'ai trouvé que c'était dur de rentrer dans l'histoire, même si je me souvenais du personnage, du twist, etc. Du setting. Mais, voilà, j'ai trouvé que c'était dur de se mettre dedans, que c'était très cryptique, alors que le sujet c'est sur le psychique et tout, donc c'est normal que ce soit cryptique, mais là justement ça m'a empêché de comprendre tout ce qui est toutes les métaphores graphiques, tout ce qui pouvait être j'étais complètement exclu, donc j'ai vraiment essayé de comprendre. J'ai lu les 3 premières issues, j'ai vraiment essayé de comprendre. J'ai quand même j'ai quand même aimé le dessin, ce que les trucs dont parlait Zef, le fait qu'il y ait des pilules posées sur certaines cases ou bulles que tu peux pas lire, ça j'ai trouvé ça bien aussi, même si ça m'a pas aidé à comprendre. Mais voilà, je me suis senti exclu pendant tout le truc. On m'a pas invité à prendre part à l'histoire et à me dire ok, je sais dans quoi je suis. Du coup ouais, alors c'est vrai qu'il faut avoir vu le film ou au moins l'avoir en tête correctement pour avoir le truc. Moi je l'ai relu donc avant de faire la chronique et en fait j'ai compris plein de trucs à ce moment-là à ma deuxième lecture. Pour le coup, il y a un truc qui est, tu vas pas assez loin, mais je vais aller un peu plus loin pour toi. C'est vrai que maintenant l'histoire est cool si on est fan et tout, mais maintenant c'est comme plein de trucs. Si t'es pas fan, ça sert à rien de lire un truc. Mais
je finis ce que je veux dire, c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est dire, l'histoire est pas ultra surprenante non plus en fait. Si on est fan du truc à la base, même si on connaît juste l'histoire, en comics, ça reste le problème d'un comics, c'est que tu peux pas aller aussi profondément que tu voudrais dans l'histoire que pour un film ou pour un bouquin encore moins. Mais du coup, ça reste assez léger et du coup, il n'y a pas énormément de surprises sur toute l'histoire, mais ça reste ultra agréable à en lire parce que c'est bien écrit en fait. Ça mène très bien. Je pense que Polonique est assez balèze pour arriver à te faire entrer dans ton univers sans que tu aies un antécédent et du coup je trouve que c'est dommage. Ok, alors Fight Club 2 c'est disponible chez Dark Horse. De ce que j'ai compris, le relié sortira que l'année prochaine en mars, si je me trompe pas, mars ou avril. Oui, la date de mémoire, la date est assez lointaine, mais en même temps c'est normal, ils veulent énormément capitaliser sur les issues. Ouais. Et nous, je sais qu'on les a régulièrement, on est obligé d'en recommander et on en commande beaucoup. Même et des pourtant, anciens à chaque fois. En fait, c'est une des rares séries où j'ai laissé pour l'instant les 5 numéros en facing, donc c'est-à-dire qu'en fait ils sont toujours en rayon comme une nouveauté, et je les ajoute les uns derrière les autres et ça continue à partir et régulièrement on vient me dire vous avez pas le 1, le 2, le 3, D'accord, le 4, donc le bouche à machin. oreille continue pour une série qui a quand même maintenant plus de 6 mois. Donc forcément ils ont raison quoi. Ok, alors on va passer à la troisième revue. Il s'agit de Starve. Chez Image Comics, c'est toi Lane qui va en parler, tu gardes la parole. Hey, donc ce soir je vais vous parler de Starve. On m'a fait remarquer que je vous présentais souvent des séries avec un seul mot. Oui. Mais parce que je trouve que c'est des bonnes accroches en fait quand un titre est bon comme ça, comme Rumble la dernière fois ou là. Enfin, ça capitalise toute l'essence de la série. Voilà, tu le dis. Et là, Starve, je trouve que ça résume vraiment l'essence de la série. Donc, qu'est-ce que ça raconte Starve ? Donc déjà, c'est de Brian Wood et Daniel Gegeli. Donc Brian Wood, on le présente plus. Il a fait quand même beaucoup de choses. Bon, pour ceux qui le connaîtraient pas déjà, il a fait DMZ. Grosse série chez Vertigo. Il nous a fait Mara aussi et pas mal d'autres petites choses comme ça. Northlanders, putain. Aussi Northlanders. Darklanders. Non, pardon. Northlanders, ok. Meilleur BD de Viking. Mais meilleure blague sur Olivier Tom quand même. Jamais. Putain, j'avais une autre blague, je vais me retirer la porte tout à l'heure. Lane. Pardon, Lane. Non mais c'est pas grave, je vous excuse les garçons. Et voilà, et du coup Daniel Gegeli, il a dessiné quelques petites choses à droite à gauche. Il n'est pas très connu. Il nous a fait un épisode de American Vampire de mémoire et il a fait aussi du Northlanders, un épisode. Donc Brian Wood, alors j'espère que Joe ne va pas me hurler dessus, mais c'est pas forcément un mec dont je suis tout le temps fan. Je trouve que par moment il peut avoir des très bonnes idées et bien les concrétiser, et par moment ça tombe à plat, comme Mara. Moi j'ai pas du tout aimé Mara, j'ai trouvé que ça allait pas au bout du truc, alors que DMZ j'ai beaucoup aimé, mais c'est une série qui est très délayée et qui par moment se perd. Et donc j'ai pas vraiment aimé la fin. Donc voilà. Donc un grand auteur, mais à nuancer quand même sur son boulot, sur l'ensemble de son taf. Et donc là, il nous offre donc l'histoire de David Cruikshank. C'est dur à dire, hein, c'est que des noms chelous dans cette émission. Cruikshank, qui est donc un chef étoilé dans un espèce de monde un peu futuriste qui pourrait être le nôtre. En fait, il aime bien faire des glissements comme ça, des espèces d'un peu d'Uchronie. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si ? Donc, on est dans un monde dans quelques années en avant où en fait, avec le réchauffement climatique, l'eau a monté. Il y a une espèce de comment on peut dire, d'élite qui contrôle un peu tout. Et donc, il y a les shows télé qui prennent de plus en plus d'importance. Et donc, il y a ce show télé, donc Starve, qui télé-réalité. Ouais, qui est une espèce de mix entre Top Chef, Fear Factor, Real Housewives. C'est cette espèce de mix improbable où en fait des chefs vont entrer en compétition et vont devoir préparer les mets les plus étranges pour satisfaire une élite. Tout ça filmé en continu. Et en public. Et en public, ouais. C'est atroce. Et en fait, ce show a été créé donc par ce chef génial qui s'appelle Cruikshank, qui a disparu, qui un jour en a eu marre et s'est barré. Et au début du comics, en fait, les mecs du network décident de faire... Le show marche tellement bien, ils décident d'aller le rechercher pour le réintégrer au show et ils vont le récupérer. Et donc c'est un mec qui est hyper charismatique, qui est une espèce de rockstar des chefs cuisiniers, qui vit en Amérique du Sud, qui est complètement pété en continu, qui fait la teuf, qui machin. Enfin voilà, c'est vraiment Jésus-Christ superstar un peu, faut imaginer. De la bouffe. Avec de la bouffe. Et donc on va le chercher, on lui dit faut que tu reviennes, Starve c'est un gros truc.
Et il a une espèce de crise de conscience parce que lui, il a abandonné tout il y a 20 ans. Il a laissé sa femme derrière lui, sa fille, son émission, sa thune, il a tout laissé. Et en gros, c'est un mec qui va partir à la reconquête de sa vie, en fait. Et il va faire un espèce de comeback dans un monde qu'il déteste, qu'il arbore, en fait. Et j'ai trouvé Pareil, ça... anticonsumériste. Mais ouais, il y a toujours ce côté-là un peu chez Wood. Et en fait, c'est une espèce de caricature de notre société parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant sur le rapport à la télé-réalité, etc. Et ça m'a fait penser à cette phrase de Jules César, du pain et des jeux, en fait. Où en fait, on a vachement ce côté, ces gens qui ont tout et qui sont hyper riches et qui sont là devant ces télé-réalités. Et donc, Cruching qui arrive et en fait, il leur met dans la gueule que en fait, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Et du coup, tout le monde va essayer de le rabaisser, son ex-femme en premier, parce qu'en fait, lui, il est gay. Et il l'a abandonné avec leur gamine en mode je m'en fous, j'ai plus envie de vivre un mensonge, donc je me barre. Et du coup, tout le monde va essayer de lui en foutre plein la gueule. Et ce mec-là, il a juste envie de reprendre sa place, de connaître sa fille, d'exister, en fait. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Alors, du côté dessin, je le connaissais pas, donc ce brave jeune homme, donc Daniel Djeli, mais j'ai kiffé ce qu'il fait. Je crois qu'il est pas si jeune que ça, hein. Il a un bagage assez lourd. Mais j'ai toujours tendance à rajeunir, tu vois. Ah, voilà. C'est pour lui faire plaisir. Mais non, j'adore son style. C'est hyper anguleux, c'est hyper, je vais dire, crade entre guillemets. Et ça va bien avec Starve parce que ça va bien avec le mot en fait. Ouais. Ils ont des traits très anguleux au niveau Alors des Starve, joues. je te coupe, excuse-moi, ça veut dire affamé, voilà. Ouais. C'est côté famine, voilà. Mais du coup, ce mot-là, il le prend à tous les sens du terme en fait. Il a faim de reconquérir sa place, il a faim d'exister, ça marche tellement à tous les niveaux que je trouve que c'est un très très bon titre et ça marche avec le dessin et c'est vif, c'est sale, ça va bien, c'est griffonné, c'est fait et c'est plein de vie en fait et au niveau des couleurs, c'est encore Dave Stewart qui là encore prouve à quel point il est versatile au niveau de son talent parce qu'il arrive à colorer des pages presque dans un seul ton. Et ça marche et ça attire l'œil et c'est pas redondant, et voilà, et c'est vraiment plein de vie quoi. Et franchement j'ai kiffé cette série et c'est dommage, je suis désolée qu'on n'ait pas, on a lu les 3 premiers, dans le 4 il se passe des trucs de ouf, il y a un assez gros cliffhanger dans le 3. Ouais. Non mais je vous le dis parce que si jusqu'au 3 vous pensez que c'est juste une série sur des mecs qui font la cuisine et qui cuisinent des cochons, etc. Il y a à partir du 4, c'est juste Battle Royale des cuisiniers, quoi. Faut le lire. Voilà. Ça, c'est de l'accroche. Sachant que la pochette du 4 est un hommage à Iggy Pop. Ouais. Alors, moi, je dis oui. En même temps, c'est un peu lui le personnage. Hein. Iggy Pop, pour moi. I'm just the passenger. Là, c'est ça, hein, on est d'accord. Ah, physiquement, c'est Iggy Pop. Un peu Mick Jagger aussi, les deux mélangés, je trouve. Zef, qu'as-tu pensé de ce comics ? En fait, j'ai pas beaucoup aimé. Oh, l'ordure. Une ordure ménagère. Oui, complètement. En fait, ça m'a fait un petit peu penser au Petit Chef qui avait. Tu me contredis pas, donc tu y pensais aussi un truc. En fait, j'en parlais en off avec Line juste avant, mais niveau dessin, encore une fois, j'ai kiffé ma race. Il est vraiment classe. Il y a vraiment une personnalité de malade sur les dessins, sur les couleurs, c'est incroyable. On rentre dedans tout de suite, c'est ultra sombre. Il y a un côté vraiment corporation qui est là et tout, c'est vraiment cool. C'est juste que vraiment l'histoire, ça m'a pas du tout accroché en fait. Le côté tu dis que c'est pas ça sur le 4, mais ça m'a fait vraiment trop penser à le truc de Cuisto sur M6, là j'ai oublié le nom. Merci. Donc c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas de base et j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire à cause de ça. Top Chef, ça défonce, putain. Voilà. Et donc du coup, ça m'a pas plus accroché que ça. Quand il y avait le côté avec sa fille, machin et tout, il team up avec sa fille, je trouvais ça cool. Mais au final, pour moi, ça restait la même chose. Et de savoir que dans la suite, ça va être juste des combats de cuistot au final, à mort ou pas, en Battle Royale, ça me fait encore une fois penser à un manga. Et donc du coup, je me dis, parce que les mangas, ils font des championnats avec tout. C'est exactement ça. Ils pourraient faire des mangas avec des gouttes de vin, tu sais, qui existent. Et donc du coup, ça s'appelle les gouttes de Dieu. Non, avec des gouttes de vin, pas boire du vin, des combats gouttes de vin. C'est les larmes de Dieu. Putain, le gars il casse ma blague. Bref, donc non, j'ai pas super kiffé des masses. Et je ne continuerai pas. Ben, ton avis ? Mon avis, c'est que c'est génial. J'ai vraiment adoré. En fait, je suis pas du tout d'accord avec Zef sur le fait de dire c'est juste une compétition de bouffe parce que comme l'a dit Lane, en fait, c'est juste un support. Le mec, il aurait pu être bûcheron ou architecte ou je sais pas quoi. C'est vraiment,
c'est pas qu'un support, mais en tout cas, en l'occurrence, c'est un support pour montrer un mec qui va juste se rebeller contre la société et mettre tout le monde à ses genoux. Et du coup, je trouve que le choix de la cuisine, c'est un très bon choix parce que tout le monde bouffe et qu'en plus, dans ce monde complètement apocalyptique, c'est un peu l'or, c'est la bouffe, quoi. Donc, non, j'ai vraiment adoré l'histoire. Le personnage, il m'a transcendé, en fait. J'ai trouvé vraiment, le dessin est hyper simple. Enfin, il est dégueulasse, mais les traits sont hyper simples. C'est-à-dire que on voit que le perso est ridé, qu'il a une gueule, quoi, alors que le dessin est hyper simple. Donc ça, j'ai trouvé ça ouf. Et j'ai trouvé que le perso est hyper charismatique. Il est puissant. C'est un mec qui est brisé, mais qui met tout le monde à ses pieds. Je le trouve même sexy. Pour moi, c'est génial. Et ce que je voulais dire à propos des dessins, c'est que ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait le trait du gars, donc comme on l'a dit, c'est hyper crade, on dirait un mec qui dessine au charbon sur un bout de carton, et en fait c'est complètement à l'inverse du style qu'il aurait fallu pour faire un truc de bouffe basique. Parce que la bouffe, en fait, c'est là que je rejoins Zef quand il parle du petit chef et des mangas de bouffe. C'est qu'en général, dans les mangas de bouffe, il y a des couleurs hyper pétantes, c'est hyper lumineux, il y a ça scintille et tout ça pour mettre en valeur la bouffe et que ce soit appétissant, etc. Et là, en fait, c'est un truc qui traite de la bouffe et donc des arts de la bouche. Et en fait, comment dire ? C'est presque sale. C'est presque sale, ouais. Parce que le trait est noir, il y a peu de couleurs. Enfin, quand il y a des couleurs, elles sont pétantes, mais sinon, la plupart du temps, c'est assez terne. Et donc, du coup, pour montrer la bouffe, il n'y a rien de pire. Et pourtant, malgré ça, je trouve que les trucs sont appétissants, que les plats qu'il fait, tu dis mais putain, ils ont l'air trop bons. En plus, tu vois les réactions des personnages. Enfin, en gros, je me suis dit mais c'est pas du tout le dessin qu'il faut pour de la bouffe, alors qu'en fait ça marche super bien et que c'est génial. Je préfère ça plutôt que s'il avait été dessiné avec des trucs réalistes et de la bouffe fumante avec des brillances et tout ça, ça aurait été moins bien. Donc non, vraiment très très bien, et je vais continuer. Surtout si j'avais peur justement, ma réserve c'était de dire ok, une fois qu'il aura gagné le concours, parce qu'évidemment il va le gagner, il est trop génial, qu'est-ce qui va se passer? C'est un shonen. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mais là Lane est en train de dire que dans le 4 ça dérive complètement, donc je suis méga chaud. Lane, ouais. Pour conclure. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est pas tellement le concours, c'est est-ce qu'il va réussir à... Parce que gagner, c'est qu'un des objectifs, mais il y a aussi sa fille, il y a pas mal de choses. Et puis lui-même, il faut pas qu'il se perde en route, donc il y a plein de choses, plein d'objectifs, plein de sous-trucs, et je pense que ça va être cool, quoi. S'ils font un film, ça sera Iggy Pop, je pense qu'il jouera. S'il est encore en vie à ce moment-là. Ah oui, il est assez maigre, il est bien. Alors, Starve, c'est chez Image Comics, ça vient tout juste de commencer en juin, donc vous pouvez rattraper les épisodes. Il y a 4 titres, 4 sorties à ce jour, donc voilà, vous pouvez nous rattraper. C'est la fin des revues. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires sur les comics dont on a parlé ce soir avec le hashtag ComicsOutcast, ou sur la page Facebook. On va passer à... pourquoi je fais tout ça? On va passer juste après la pub. Salut, c'est Inks, je vous donne rendez-vous dans le Player Club pour parler de jeux vidéo. De l'actualité, de l'humeur, des interviews, de la rétrospective ou encore des dossiers, tout est possible au Player Club. Dans cette émission, vous pouvez réagir en direct au hashtag le Player Club et ainsi poser vos questions à mes invités. Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, dans le précédent numéro, le Player Club a parlé de doublage dans le jeu vidéo avec l'acteur Serge Thiriet, mais a aussi pu évoquer des sujets comme le traitement du jeu vidéo dans la presse généraliste. Le Player Club s'intéresse aux jeux vidéo sous tous les angles sur Radio Kawa. Deuxième partie de l'émission, le focus. On va passer la parole à Zéphiriel pour parler de sa petite chérie, son personnage préféré. Il s'agit de Harley Quinn. Harley Quinn, l'arlequin, hein? On peut dire ça ou pas? Ouais, on peut dire ça. Alors je te reprends tout de suite, c'est pas mon personnage préféré, c'est juste la femme de ma vie. Voilà. Donc j'ai fait ma chronique en essayant d'être le plus synthétique possible, le plus objectif possible, ce qui n'est absolument pas le cas au final, je me rends compte. Si vous avez des questions, arrêtez-moi parce que c'est assez long, mais je vais commencer comme ça. Donc Harley Quinn, donc création de Paul Dini et de Bruce Timm qui l'ont créé en 93 dans la série donc de The Animated, Batman The Animated, qui passait sur France 3 à l'époque. Alors la première apparition réelle du personnage, c'est dans un épisode qui s'appelle Joker's Favor. Elle fait une apparition en fait où elle est pas réellement nommée, en fait elle est nommée Queenie dans un coin, on sait pas trop qui c'est. Elle a pas encore d'origine story, on sait pas si c'est un personnage qui va revenir ou pas. Et par la suite, ça je l'ai découvert encore une fois en préparant la chronique, et je suis content de l'avoir découvert comme ça, c'est que les deux créateurs, donc Bruce Timm et Paul Dini, lui ont créé une origin story
qui sera avant tout publié sous forme de comics, donc sous le dessin d'Animity de The Animity, donc comme si ça avait été le dessin animé, mais c'est d'abord sorti en comic, donc sous le nom de Mad Love, et quelques années plus tard, en fait, elle est sortie en version dessin animé. Donc The Mad Love, c'est donc il y a un bouquin un issue qui est à la base de ça. Il y a un TPB qui est sorti derrière. Dessus, il y a Paul Dini qui explique qu'à la base, le personnage, il voulait créer un personnage qui était proche de tout le monde, dans le sens où chacun avait au moins une fois dans sa vie ressenti ce qu'il appelle le Mad Love, c'est-à-dire on est tous tombés amoureux une fois d'une personne qui n'est pas faite pour nous, et on s'accroche à cet amour quoi qu'il arrive, on continue, mais on en est malade en fait, c'est vraiment le côté humain de la chose, et il voulait créer un personnage comme ça, et il a créé donc Harley Quinzel, donc d'où Harley Quinn. Pour l'origine story donc de Mad Love, je vais spoiler le truc qui maintenant est assez vieux, désolé pour les autres. Donc c'est Harley Quinzel, donc c'est une jeune fille qui vient de passer son diplôme de psychiatre, qui vient travailler à Arkham et qui veut donc devenir un docteur, qui veut faire quelque chose en fait, qui veut pas juste être un docteur parmi les autres, elle veut essayer de faire quelque chose de plus, et elle va s'attaquer donc à la psychanalyse du Joker, qui va complètement lui retourner le cerveau à coups de fausses enfances, de choses comme ça, et elle va tomber amoureuse avec un vrai syndrome de Stockholm. Elle va tomber amoureuse du Joker, et elle va un jour où Batman va le ramener à moitié défoncé, comme il le fait tout le temps, à tabasser dans tous les sens, elle va en vouloir à Batman d'avoir abîmé son chéri au final, et elle va s'échapper, enfin elle va pas s'échapper parce qu'elle n'est pas encore enfermée, mais elle va se casser, trouver un costume d'Harley Quinn. Donc pourquoi Harley Quinn? Parce que c'est le Joker qui fait la blague sur son nom, Harley Quinzel. Donc si on fait un raccourci sur les deux, ça fait Harlequin. Et donc elle chope son personnage, elle vient le délivrer, et là c'est le début de toute l'histoire des faux amoureux, on va dire, pendant très longtemps. Il y a aussi une espèce... Alors je vais parler d'amitié avec Poison Ivy, même si pendant très longtemps il y a eu plein de sous-entendus sur est-ce que Poison Ivy et est-ce que Harley Quinn ont eu un moment d'amourette entre les deux. Ça a été justifié il n'y a pas très longtemps de mémoire. Vas-y, reprends-moi si besoin. Non, il n'y a rien. Elles font des pillow fights. Voilà, on peut faire des pillow fights avec ses copines. Il n'y a pas que ça, mais bon, ça a été un moment dit sur Twitter par je crois que c'est Paul Dini qui l'avait dit. Donc, pourquoi je parle de Poison Ivy tout de suite? Parce que à un moment en fait elle va récupérer Harley Quinn sous le coup où elle s'est fait tabasser par le Joker, comme ça arrivera très souvent, et en fait elle va lui injecter plusieurs sérums de sa composition qui va lui donner quelques pouvoirs. Alors c'est à dire entre guillemets, c'est pas réellement des pouvoirs, c'est elle va être immunisée à toutes les maladies, tous les poisons. Et ensuite, ça va lui donner une très grande force, enfin une force plus haute que la moyenne, on va dire, et une très grande agilité. Donc on verra, c'est pour ça qu'on la voit bouger dans les comics, elle peut fracasser des crânes et tout, c'est pas un problème. Elle a cette force-là qui est justifiée entre guillemets par son origin story. Au niveau des autres comics où elle apparaît réellement, donc dans les années début 2000, on a Karl Kessel et Terry et Rachel Dodson qui font un comics qui va s'appeler Harley Quinn, qui sort en 2000. Il part du principe que Harley arrive à quitter le Joker, donc ça c'est en premier issue. Il tente de la tuer une énième fois, elle s'en rend compte. À ce moment-là, je crois que c'est Poison Ivy qui la sort de là en disant vas-y, lâche-le, c'est un con, machin et tout. Donc elle sort de ça, elle monte son propre gang qu'elle va appeler les Quintets. C'est assez marrant. Donc ils sont habillés comme elle un peu bizarrement. Et donc ça va être une série d'aventures qui va durer de 2000 à 2003 en 38 numéros. Ça n'a pas eu un franc succès, faut le dire. Les aventures sont très légères. On va relever juste le moment où elle va presque deviner par hasard l'identité de Batman et trouver l'ouverture de la Batcave. Il y a une grosse partie de la série, un gros arc qui va se passer quand elle va mourir et elle va partir en enfer et ainsi de suite. Donc c'est léger, c'est pas très drôle, c'est pas oufissime, on comprend que la série se soit arrêtée. J'ai pas les 38 numéros, donc je peux faire la liste sur Twitter de ce qui manque si vous les avez. Merci de me les vendre pas très cher, c'est très sympa. C'est pas cette vannerie, mais ça reste la façon de penser. C'est la façon dont le personnage a été pensé à la base, c'est-à-dire pas très intelligent, marrant mais sans plus. Donc c'est ce qui rapproche le plus de la création d'original quand c'est pas Paul Dini ou Bruce Timm qui l'anime entre guillemets. Donc c'est pas ouf, mais si on est fan comme je peux l'être, c'est intéressant de les lire. Il y a des petites choses, des petites perles de sa vie personnelle qu'on peut apprendre. Une des meilleures séries de comics où elle apparaît aussi. En fait, je vais faire que ça. Je vais parler que des comics où elle apparaît. C'est le plus intéressant en termes de trucs.
Donc on va parler de Gotham Sirens. Ça c'est une création de Paul Dini, en tout cas pour les premiers, avec Guillaume March au dessin. Ça commence en fait avec Catwoman qui se fait tabasser par un vilain de seconde zone parce qu'elle a eu un problème au cœur il y a pas très longtemps avec un mec qui s'appelle Hush, je crois. Donc là, Poison Ivy l'aide, elles team up ensemble avec Harley Quinn, elles essayent de deviner qui est Batman. Donc il y a toute une histoire autour de là. C'est une très très bonne série pour le coup. On en apprend sur Harley Quinn, on apprend pas mal de petites choses sur sa vie perso, sur sa vie de famille, enfin sa famille dans le sens père et mère, où sa mère la compare toujours à Power Girl pour dire qu'elle est une grosse merde par rapport à Power Girl. Son père est en prison, il vend des autographes de sa fille aux gardiens pour se faire des trucs. Bon, enfin, c'est assez fun d'avoir des petits points sur elle, et pour le coup, sa psychologie est vraiment très proche de son état original parce que c'est Paul Dini qui l'a créé comme ça, et du coup, toute la série de Gotham Sirens, je crois qu'il y a 3 ou 4 TPB pour le coup, sont vraiment vraiment intéressants à lire. Même si on n'est pas fan d'Harley Quinn, la série en elle-même vaut le coup. Je vais passer rapidement sur le Détective Comics 831 que personne ici n'a lu à part moi, j'imagine. C'est parce que j'ai pas d'argument. En fait, c'est un vieux Détective Comics que j'ai trouvé en Allemagne au hasard. Et en fait, c'est un des meilleurs pour moi épisodes qui représente vraiment Harley Quinn. En fait, elle s'échappe. Enfin, elle fait pas échapper. Elle se fait kidnapper de Arkham pour sortir, pour aider Scarface à faire un casse. Elle le balance, bref, machin. Et le seul moment intéressant du comics, en dehors de toute l'histoire, c'est au moment où Batman la ramène à l'asile. Et en fait, là, il y a toute une phase où elle parle d'elle comme si c'était vraiment elle. C'est-à-dire comme si c'était Harleen Quinzel qui parlait d'elle dans Arkham. Et il y a une phrase qui est vraiment fantastique où elle dit à Batman, si tu trouves Arkham flippant pour les docteurs, essaye d'y vivre en tant que patient. Et vraiment, tu prends toute la considération du personnage. Il y a vraiment une profondeur qui est mise d'un coup, en fait. Je passe rapidement, j'ai l'impression d'être stressé par Eric qui me dit 2 minutes. Sur le reboot de New 52, nouvelle origin story. Là on retrouve une Harley Quinn qui n'est plus amoureuse du Joker parce que elle tombe amoureuse de lui en tant que psychiatre, mais le Joker en fait l'amène sur les traces de sa propre origin story, et en fait au moment où il arrive devant la cuve d'acide, il la pousse dedans. Elle ressort de l'autre côté toute blanche comme lui, avec les cheveux bleus, cheveux rouges, complètement folle. Et c'est là où elle tombe amoureuse réellement du Joker. Donc elle est plus, en fait, je parle vraiment avec le cœur là, dans le sens où elle n'est plus sous un syndrome de Stockholm, dans le sens où elle tombe amoureuse d'un patient. Elle devient folle pour tomber amoureuse. Donc là, on tombe vraiment sur une autre psychologie de personnage. Ça reste complètement subjectif. C'est moi qui le vois comme ça. Je vois déjà les débats sur les trucs arrivés, mais c'est ma façon de penser sur ça. Donc laissez-moi tranquille. Je se défends déjà. Donc là-dedans, elle va rejoindre la Suicide Squad. Peu de temps après, pour rappel, la Suicide Squad, c'est une cellule du gouvernement qui est mise en place par Amanda Waller, qui oblige les super vilains à se battre pour le gouvernement, pour faire des basses besognes pas très 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 légales. Là-dedans, elle sera accompagnée de Black Mamba, King Shark, El Diablo, Deadshot, qui aura droit sa petite romance avec Harley Quinn, une petite complicité. Et en fait, dans l'arc de Death of Family, donc de l'arc principal de Snyder à ce moment-là, en fait, avec le retour du Joker, il y a un très bon passage avec Deadshot et Harley Quinn où elle le torture comme un ouf parce qu'elle a trouvé le visage du Joker, elle se demande où il est. C'est assez cool. Je passe rapidement sur les dernières versions d'Harley Quinn dont lesquelles je ne suis pas très fan, mais qui présentent un personnage très comics, mais à la fois aussi très cartoon. C'est-à-dire dans le sens un peu bébête, avec des team-up un peu bizarres. On a un team-up de Power Girl, ce genre de choses. C'est pas une très très bonne façon de l'aborder à mon sens, sauf si on est fan de ça. Mais bon, Amanda Conner et son mari Palmiotti, je suis pas très très fan de leur truc. Je pouvais pas parler d'Harley Quinn sans parler de Birds of Prey, la série télé qui est passée sur M6, je sais plus quoi, pendant un temps, donc 13 épisodes. Birds of Prey, c'est à voir si vous voulez vous marrer entre potes. Le seul truc marrant par rapport à Harley Quinn à ça, c'est qu'elle a 40 ans dedans, elle joue un psychiatre et c'est absolument horrible de la voir. Moi, j'en ai pleuré de larmes de sang. Complètement violé. Et bien sûr, je parle de Arkham Trilogy parce que c'est la série qui l'a rendue ultra sexy, ultra connue, et avec la très bonne le très bon voice acting de Tara Strong derrière, qui fait une apparition dans The Arrow. Merci. C'est m'étonne que tu parles pas du film. Quel film? Suicide Squad? Moi, je l'ai pas encore vu, je peux pas dire. Suicide Squad de l'année prochaine. Si je me trompe pas, je l'attends de voir. C'est Paul Dini qui a bossé sur les jeux vidéo justement. Ouais, c'est lui qui a fait le scénario. Ouais. Complètement. Oui, pardon. Ce dont il a parlé. Mais Margot Robbie, moi je dis oui pour Harley Quinn. Ah ouais, complètement. En fait, j'adore le design. En fait, le design qu'ils lui ont donné aujourd'hui, c'est un vrai design, un vrai croisement entre sa version actuelle par Amanda Conner, donc le côté roller derby, un peu faux folle, coloré, machin et tout, et l'ancienne version
un peu Arkham dans le côté ultra sexy et un côté Suicide Squad, je vais essayer de le dire en anglais, New 52 ultra violente en fait, parce que dans le New 52 elle est ultra violente en fait, elle lâche son maillet pour dorer une nana avec deux couteaux, donc c'est un côté ultra vicieux, ultra violent, tu vois, elle peut décimer une armée de mecs avec des flingues dans tous les sens, et ça arrive régulièrement, donc c'est vraiment un autre personnage comparé à ce qu'on a vu et à la création de Paul Dini à la base. Lane, pour conclure. Oui, bah écoute, moi je trouve que le topo de Zef est ultra complet, mais on pouvait pas s'attendre à moins, étant donné que c'est son personnage préféré, on le rappelle encore. Mon personnage préféré, c'est la femme de ma vie, épouse-moi. Ok, sorry. Bien, hein. Voilà, moi c'est aussi un de mes persos préférés. Depuis que je suis toute petite, ma première rencontre avec elle, c'était Mad Love dans Batman Magazine. Je l'ai vue, j'étais fan. Pourquoi ? Parce que c'est un perso féminin qui était jamais vulgaire. Je trouve que moi je suis aussi moins... Vous changez depuis. Ouais, d'ailleurs je déplore vraiment ça. Elle avait un costume super cool et en fait ce que j'aimais bien c'est qu'elle était toujours touchante. Et elle était toujours, c'est un perso qui est toujours sur la corde raide parce qu'elle est toujours dans l'humour, mais en même temps elle a ce côté où elle sait qu'elle est dans une passion complètement folle avec ce personnage qui quelque part l'aimera jamais, Mr. G, qui passe son temps à essayer de la tuer et après à s'excuser et elle revient et elle se rend compte que c'est dingue mais elle peut pas s'en empêcher et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ben, t'as des questions ? Ouais, j'avais une question. En fait, j'ai lu, je me suis un petit peu documenté, même si j'ai pas lu les lectures. C'était savoir, en fait, donc j'ai bien compris qu'avec le Joker, ils avaient une relation conflictuelle. Enfin, ils se détestent, ils s'aiment, etc. C'est pas ils se détestent, elle l'aime toujours en fait, c'est lui qui la supporte pas. D'accord. Il s'en sert juste comme un objet en fait. D'accord. Et donc, à ce que j'ai compris, il y a eu aussi des périodes où ils étaient plus ensemble parce que le Joker l'avait dégagé, ou en tout cas, voilà, c'est d'où Suicide Squad, etc. Du coup, pendant ces périodes où elle dépendait pas de lui vraiment, parce qu'on est d'accord qu'elle est devenue Harley Quinn à cause de lui. Oui. Dans ces périodes où elle dépendait pas de lui, elle n'a pas essayé d'être autre chose. Enfin, elle était vraiment flinguée de la tête. Il y a plein de passages où en fait, alors je peux t'en citer plein, mais il y a plein de passages où elle essaye de retenir elle-même, ça marche pas parce que la société veut pas. Dans The Animated série de Batman, en fait, il y a un passage où elle sort d'Arkham, elle se dit ok, là c'est la fin, je déconne plus, je reste moi-même, et en fait tu vois que la vie est contre elle. En fait, c'est vraiment le typique méchant de base en disant ok, je peux faire ce que je veux, mais la vie est contre moi, la société m'en veut. Et en fait, c'est exactement ce qui lui arrive dans cette série-là. Il y a un très bon passage, bien que Suicide Squad, enfin The New 52 est pas très très bon à lire, c'est pas ouf comme truc, mais c'est intéressant en termes de personnalité de certains personnages. Il y a un très bon passage justement. Elle sort de la Suicide Squad, elle est libre. Et en fait, elle se rend compte, elle est à une terrasse de café en train de prendre un café et elle parle. Et en fait, tu te rends compte qu'elle fait une discussion avec elle-même entre Harley Quinn et Harley Quinzel. Okay. Et en fait, elle s'auto consulte, j'ai envie de dire, pour essayer de comprendre comment elle est. Et à la fin, en fait, elle se lève en disant non mais de toute façon ça marchera pas. Et elle se lève et tu vois plein de bombes, parce qu'avant ça tu vois comment elle a distribué des cadeaux aux enfants et tout machin. Et elle se lève, il y a plein de bombes qui explosent à travers Gotham. Tu vois qu'elle tue plein d'enfants, elle tue plein de personnes. Et t'as juste Harley Quinn qui dit à Harley Quinzel non mais tais-toi quoi, laisse tomber, ça marchera plus aujourd'hui. Et c'est vraiment le désespoir du personnage qui est là en fait. Dernière question. Ben. Juste t'es deg qu'elle a été dans aucun film pour l'instant ou pas ? Non, complètement pas. En fait, le problème c'est, sur plein de, on en parlait avec Gotos il y a très longtemps pour l'époque. On aurait voulu savoir qui aurait bien fait une bonne Harley Quinn. Il y en a pas des masses. Comment ça s'appelle ? Il y a une nana qui jouait dans Véronica Mars, là je sais plus comment elle s'appelle. Christine Bell ? Ouais, Christine Bell, qui aurait fait une bonne Harley Quinn à l'époque parce qu'elle était même l'acteur était un peu bizarre dans sa tête, donc il y avait un truc. Mais je pense que Tara Strong ferait une putain d'Harley Quinn quoi. Vraiment physiquement, dans le mentalement, dans sa voix, dans tous ses gestuels, elle l'a trop incarné dans les dessins animés, dans les séries pour la louper quoi. Ce serait parfait. Merci Zeb pour cette présentation de la femme de ta vie, donc pas ton personnage préféré. On se retrouve juste après cette petite page de pub. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa. De
retour pour la dernière partie de l'émission, c'est Hors les Bulles. On va vous parler très rapidement de petits dessins animés, Guardians of the Galaxy, l'émission télé. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils appellent ça. Non mais c'est rigolo parce que je ne comprends pas pourquoi ils appellent ça TV Series. Parce que c'est une version animée. Ils auraient très bien pu dire ça passe à la animated télé, series. donc c'est bon. Oui, mais par exemple pour Avengers Assemble, c'est pas TV Series, c'est Avengers Assemble point barre. Et Animated Series. Bah, tu leur écris un courrier, tu fais pas chier. Bon, vu que t'as l'air très Content d'en parler. Bah moi tu sais, Guardians of the Galaxy, toujours évidemment. Ah, bah, Vas-y, on t'écoute madame. Eh bien, c'est cool. Non, mais en fait, pour avoir chroniqué Avengers Rassemblement, il y a- Tous ensemble, d'ailleurs. voilà. En plus, on était la même team exactement, où on était hyper dégoûtés parce que c'était mal animé, mal dessiné. Là, c'est complètement l'inverse. Au-delà du fait que le sujet m'intéresse parce que j'adore les Guardians, voilà. Non mais c'est sûr, hein, j'ai foncé dessus parce que c'était les Guardians et je me suis dit bah putain ça va être comme Avengers. Et ben non, c'est bien dessiné, c'est constant dans le dessin, c'est-à-dire que c'est pas genre, je l'avais dit, hein, mais c'est pas joli à un écran et moche à l'écran d'après. Et surtout, c'est très bien animé. Bon après voilà, hein, il y a Rien à voir avec Avengers Assemble. non, rien à voir. En gros, C'est moi qui vous le dis. on est entre Avengers Assemble qui est dégueulasse et un manga qui serait ultra bien animé, un Chez les Akira. Coréens, voilà. chez Madhouse. Voilà, en fait on est entre les deux, c'est-à-dire que les dessins sont soignés, en fait les animations c'est assez inégal parce que quand c'est des dialogues ou que c'est assez statique, on voit que les animations sont un peu pauvres, c'est-à-dire qu'il y a peu d'images par animation, mais c'est pas très grave puisque les persos ne bougent pas trop. Mais par contre dès qu'il y a de l'action, un personnage qui court, ne serait-ce que dans les, en fait avant le premier, là on a regardé les 2 premiers épisodes, mais avant ça il y a eu des courts épisodes de quelques secondes pour présenter les personnages. Petit morceau Il y a promo. 5 sur minutes, les- il y a 5 minutes exactement. par épisode découpé en 2. Voilà. Enfin, par personnage découpé Voilà, en 2. en gros si tu les colles tous ça fait un épisode de 20 minutes et en fait ne serait-ce que le premier sur Star-Lord où en fait à un moment il court, il est pourchassé par des créatures, il court mais franchement c'est trop bien animé, tu dis il est vraiment en train de courir, il y a ses vêtements qui bougent, enfin bon voilà, en gros l'histoire est pas dingue, c'est un peu comme le film, c'est-à-dire il protège l'espace, là en l'occurrence la menace c'est Thanos ou autre d'ailleurs, il trouve un artefact ou un ennemi ou machin et voilà c'est pas très compliqué dans l'intrigue, mais par contre c'est l'univers des Guardians donc c'est hyper riche, il y a des aliens dans tous les sens, les personnages sont intéressants et c'est super bien animé, donc moi je dis on y va. Zef. Alors, je reviens juste sur le côté intrigue. C'est 10 000 fois mieux Oui. que Avengers Bien sûr, mais c'est Assemble. pas non plus, Mais hyper, non, ce que je veux dire, c'est que au contraire de tous les dessins animés du genre, c'est pas une intrigue, c'est pas du Freak of the Week. Ouais, c'est un truc L'épisode, c'est super important en fait parce que on peut pas regarder un épisode au hasard et pas comprendre ce qui se passe. C'est juste, tu regardes le premier épisode, ok, il trouve un truc, mais le second, il y a un cliffhanger et il y a un deuxième épisode et il y a un cliffhanger, il y a toujours un truc. L'épisode n'est pas seul en fait, il y a une saison qui s'annonce en fait. Une Donc, véritable c'est succession d'événements. Oui, mais on n'est pas dans du Game of Thrones non plus quoi. Non mais attends, bien sûr, il faut Non, mais comparer je ce qui est parle- non, comparable. Je putain. parle pas en termes d'intrigue, je parle en termes du fait que ça continue. En fait, c'est un Ah gros oui, film mais c'est pour découpé. ça que j'ai comparé ce qui est comparable. Bien sûr. Comparer un épisode où le gars, il y a un méchant qui arrive, il donne son plan, c'est un peu il ça. se fait tabasser et il repart. Et C'est un puis peu il y a un ça. truc, mais non, c'est pas si, ça. Il y a sauf que là- l'histoire continue Oui, d'un pied à l'autre. T'as l'arc général qui, je suis d'accord, Qui on n'est le voit pas bien. ce qui n'est pas le cas dans Avengers Assemble. Bien sûr que non. Ben, Je suis d'accord. je Oui. compare donc ce qui est Bien sûr, comparable, mais ce que ce je que je veux compare, dire, ce sont c'est ces que deux t'as choses. T'as quand même dans chaque épisode une menace et ils arrivent à niquer la menace avant la fin de l'épisode. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis juste que l'épisode continue, l'histoire continue Oui, d'épisode c'est en pas épisode. complètement- Elle est C'est juste ça. intéressante cette discussion. Bah oui, mais dis donc. j'essaie juste. Donc, Lane. pour synthétiser, je dirais que c'est super bien animé, c'est super intéressant, c'est une séquelle intéressante au film, c'est un entre-deux en attendant le deuxième film. Même si c'est pas lié, ouais. Non. Ça, si, En au fait, ça début, reprend il les sort. codes du film, Voilà. mais ça fait pas partie du MCU et il y a aucun rapport C'est entre ça. le film Mais du et coup, le. c'est très très bien. Et par contre, la voix de Star-Lord, elle m'a saoulée. Mais Ah ouais sinon, j'ai trouvé que c'était. Bah ouais, j'aurais voulu retrouver la voix de. Ah mais non. Et oui, et non, du coup, c'est chiant. Je trouve qu'il Mais a il une est voix relou, hyper quoi. agaçante. Mais sinon, franchement, j'ai kiffé et je vais continuer à aller regarder chez moi le soir. Juste à Ben, noter pardon, que tu voulais la- ajouter vu quelque qu'elle parlait chose. d'une voix, la musique aussi est hyper cool. Ils ont un peu calqué sur le film, c'est-à-dire la musique des années 70. Oui. Et d'ailleurs, il y a je crois qu'il va sortir un mix qui s'appelle, je l'ai noté sur ma feuille, Cosmic Mix Volume 1, donc pour le différencier de Awesome Awesome, Mix, ouais. où il y a toutes les musiques de la saison 1 de la série animée. Sachant que ça vient vraiment tout juste de commencer, c'est-à-dire que à la veille de l'enregistrement de cette émission, le deuxième venait à peine de sortir. Donc on a vraiment pu voir que donc les scénettes qui présentaient le personnage, plus les 2 premiers épisodes, donc Ça s'appelle Origins. Origins. Donc juste pour revenir sur le côté MCU pas MCU, donc clairement c'est pas du MCU. James Gunn a dit non,
il a dit do not want. Mais oui, il y a une lourde inspiration du film et voilà, le premier épisode, c'est clairement ce qu'aurait été la suite si il y avait 10 minutes de plus dans le film Guardians of the Galaxy. Après qu'ils disent, on est des héros ou des bandits. Ils ont eu la bonne idée quand même de regarder le design de Drax du comics et pas celui du film. Parce que oui, ils ont gardé tous les codes vestimentaires, des armes, justement, qui font des liens à ce qui se passe dans le film. Et c'est. Ben vient de dire l'inverse. Ouais, justement, en fait, je dis juste que c'est tous les codes de... du film sauf Drax qui est celui du comics. À part Drax. Qui a un vrai non mais design, c'est un point noté parce que dans le film il est pas très beau. Zef. Ouais, juste par rapport aux origines, en fait, celle de Star-Lord et de, à mon sens, Rocket et Gamora sont cool, mais celle de Groot, elle est vraiment horrible par contre, parce qu'elle est vraiment à l'antithèse de ce qu'il est vraiment, et c'est un peu dommage. C'est plus ou moins sa vraie origin story pour le coup. Ouais, mais c'est dommage, parce qu'elle est vraiment très mal faite. Elle est vraiment pas. Oui, mais pas, du pas... coup, Ben. Juste à noter. Est-ce que il s'exprime tout, enfin, où est-ce qu'ils ont appris l'anglais? Voilà. C'est chaud. Voilà. Non, mais c'est chaud que tout le monde dise I am Groot. S'il te plaît. En fait, j'explique, c'est que, en fait, il dit jamais I am Groot. Ils ont fait ça parce que c'est sympathique dans le film, etc. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il a des cordes vocales en bois, ce qui fait que ça fait un craquement comme si du bois était en train de craquer, et que du coup, ça fait un espèce de. Et en fait, en gros, ils le traduisent par I am Groot, mais en fait, il dit, enfin, c'est pour ça qu'en fait, il dit toujours I am Groot. I am Groot. Non, c'est un bruit de craquement des cordes vocales. Et en gros, c'est pour ça que Rocket est le seul à le comprendre parce que ils ont passé du temps ensemble et qu'il a appris à le connaître, quoi. Ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est un personnage qui à la base n'a pas besoin de parler, en fait. C'est ça qui. En fait, dans la série, ils le font passer un peu pour un débile, même dans son origin story, alors qu'en fait c'est juste une personne, enfin une entité qui est bien au-delà des humains à la base. En fait. Et juste pour finir, on a dit que ça faisait pas partie du MCU, donc c'est le cas, mais par contre ça fait partie ce qu'ils appellent le bloc Marvel chez Disney XD. C'est Ultimate Spider-Man, Avengers Assemble et c'est quoi? Oui, il aurait entendu. Et aussi Hulk Agent of Smash. Voilà, c'est les trucs qui font vraiment les trois gros trucs. Voilà. D'ailleurs, il y avait eu dans dans Spider-Man, il y avait eu les Guardians. D'ailleurs, ils étaient designés différemment à l'époque parce qu'il n'y avait pas eu le film. Et c'était un peu un test pour dire voilà, s'ils aiment bien ces persos, on fera une série. Dans The Avengers aussi, il y avait eu dans saison 1 de The Avengers Assemblée, qui était naze. Il y avait aussi le gardien qui est apparu en fait pour combattre Ronan. Okay. Donc ça, on imagine que ça va très prochainement faire son arrivée en France sur France 4, comme les autres titres que tu as cités du bloc Marvel Animated. Pour le moment, c'est disponible aux États-Unis, donc vous vous débrouillez pour pouvoir les regarder en ligne ou pas. En ligne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Oh, Joe a failli pas trouver le bouton. Si, c'est bon là. C'est la fin de cette. Tranquille là, c'est bon là. Le gars est en train de pioncer sur la console. En même temps, il était à 23h02. Je mangeais des pâtes au pesto. On va pas jouer à une petite zone ce soir là. Ok, 29e émission pour vous. On dit au revoir à Ben. On te retrouve où et comment, Ben? Dans la rue. À toi aussi tu mises en Non, écoutez, vous pouvez, si vous voulez rester dans la maison Radio Kawa, vous pouvez écouter le C'est cool c'est quoi qu'on concocte avec Jojo une fois par mois, le dernier samedi du mois. Voilà, puis sinon sur internet. Zep, où est-ce qu'on te retrouve prochainement? Aussi pour rester dans Radio Kawa. Voilà, écurie du gagnant. Écoutez le premier samedi du mois, donc là, il sera déjà passé, mais il faudra le écouter. On va écouter la Ligue des joueurs ordinaires. C'est mon nouveau podcast. Ça premier fait samedi du mois, je vais mettre le porno sur Canal, mon gars. Premier samedi du mois, je vais mettre le porno sur Canal. Normalement, il y avait le podcast, tu vois, mais finalement, on a pris le truc parce que le podcast, ça a l'air d'être un peu chaud. Bref, donc le Ligue Joueur ordinaire, c'est un podcast mensuel d'une heure qui parle de jeux de plateau, de jeux de rôle, de grandeur nature, de murder, de jeux de figurines, de jeux de cartes, de jeux de société, et on est cool, venez nous écouter, merci. Ça a l'air sympa tout ça. Lane, où est-ce qu'on te retrouve? Mais dans mon comic shop, comme d'habitude. Ah, t'as pas de podcast, toi? On dirait un personnage de RPG. Tu me retrouveras dans mon échoppe. C'est une quête pour toi. Finis cette quête. C'est ça. Ou alors Mademoiselle Lane en Instagram. Voilà. Yeah. Et Joe, on te retrouve où? Vous pouvez me retrouver dans les maternelles, dans certaines backrooms que je ne citerai pas sur cette antenne. Les backrooms du service public. Exactement. Non, sur WeFM tous les soirs 19h 23h et puis dans les maternelles les lundis matins et vendredis matins normalement, puis ensuite en replay sur les internets bien entendu. Voilà, si vous voulez vous réveiller avec le sosie de Morisset, voilà, allumez France 5. N'importe quoi. Okay, on se retrouve dans 2 semaines. J'ai noté la date. On se retrouvera.
Un jour on se retrouvera. Le lundi 19 octobre, la référence à Dorothée. Voilà, arrête de me regarder comme ça, Ben, avec tes gros yeux là. Mais sinon, comme d'habitude, sur Radio Kawa, 24h/24 en streaming et en téléchargement. Voilà, écoutez les autres émissions de Radio Kawa. On a un Patreon pour pouvoir aider les gens qui ont besoin d'argent. Tout ce qui est studio, matos, tout ça. Donc allez sur la page de garde de Radio Kawa. Aidez les gens. Aidez-nous. On fait du bon contenu et j'espère que vous kiffez ce qu'on fait. Voilà, demain vous retrouvez Kaorine et mercredi Carrément Méchant. À très bientôt sur Radio Kawa. Bye bye. Salut. T'es content? On a fait 1h03. Voilà, 1h03. Et je suis sûr qu'il a même pas éteint. Allez, moi j'ai lancé hein. Je voudrais mon Spider-Man. Bah attends, je recommence là. Ça enregistre. Tout est enregistré là. Bah moi j'enregistrais par rapport à C'est enregistré. Mais pose ton téléphone, bordel. L'araignée, elle peut Recommencez s'il vous plaît. Putain. Attends, mais il faut que tu coupes après l'araignée, toi. Mais vous savez pas vous attendez.